Première de Practimed, troisième prise. Bonjour Sylvain, je suis très heureux de t'accueillir pour cette première vidéo de Practimed. Je te laisse te présenter et nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Salut Mathieu, du coup je suis le docteur Sylvain Ambry, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation au centre hospitalier de Libourne, médecin du sport, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'entorse de la cheville. L'entorse de la cheville, qu'est-ce qu'on a appris à l'université? En pratique courante, en médecine générale, on a appris à faire un interrogatoire, un examen clinique. Et après, on nous a appris plein de choses, prescrire de la glace, une immobilisation, du repos, l'échographie, les médicaments, l'élévation, la kiné, les radios, les béquilles, les compressions. Le problème, c'est qu'il va falloir savoir à quel moment on fait ça et dans quel cas, et je vais essayer de vous éclaircir tout ça, puisque c'est pas si évident que ça dans la littérature. Alors, l'entorse de la cheville, comme vous le savez tous, c'est une pathologie très fréquente, c'est 6 000 en France par jour, 23 000 aux États-Unis. C'est un coût très important en arrêt de travail. Elles peuvent être de bénignes à graves. Le pied et la cheville, c'est une articulation qui est compliquée. Il y a des cartilages, des os, des ligaments, des muscles, des tendons. Et les complications ne sont pas si rares que ça. L'instabilité chronique, ça peut être dans 75% des cas dans certaines études. Après une entorse grave de la cheville, l'arthrose en cas d'instabilité chronique peut arriver aussi. Et les douleurs résiduelles sont assez fréquentes en cas d'entorse grave. Quelques rappels anatomiques parce que c'est important et on l'oublie tous, moi le premier. La cheville est composée de deux principaux ligaments, le plan collatéral latéral qui est composé de 3 faisceaux, le ligament talofibulaire antérieur, principal, celui qui se rompt le plus souvent dans l'entorse de la cheville, le ligament calcanéo-fibulaire qui est très important également dans la stabilité de la cheville, et le ligament tibiofibulaire postérieur qui lui ne se voit pas à l'échographie donc on n'en parlera pas. Le plan collatéral médial est composé d'un gros ligament qu'on appelle le ligament deltoïdien et qui est un faisceau superficiel et profond qu'on différencie un petit peu moins bien à l'échographie et donc on en parlera. Et il y a un troisième ligament qui est fondamental, qui est le ligament de la syndesmose tibiofibulaire. Il y en a un antérieur et postérieur et c'est ce type d'entorse-là qu'il faudra également rechercher et connaître parce que la prise en charge est très très différente. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique à l'examen clinique? L'examen clinique, c'est vraiment le prolongement naturel de l'interrogatoire. Il doit être toujours systématique et comparatif pour pas se faire piéger sur une hyperlaxité congénitale. On essaye dans la mesure du possible de mettre les patients d'abord debout et ensuite couchés. Et après, on regarde par secteur. Alors, pour moi, la chose la plus importante dans l'entorse de la cheville, comme dans tout examen de traumatologie du sport, c'est vraiment l'aspect général. Quand on a une cheville qui est pas jolie, c'est souvent témoin d'une grosse gravité. La laxité ligamentaire, on peut essayer de la faire, c'est pas facile, c'est pas forcément très bien reproductible dans la littérature, donc c'est pas fondamental. Après, on teste toujours l'appareil musculo-tendineux, c'est très important. Et ensuite, on palpe en dernier pour ne pas faire mal aux patients dès le début et qu'on puisse avoir un examen clinique le plus fiable possible. Par la suite, il y a les critères d'Ottawa que ceux-là, on apprend à l'université, ils sont quand même très importants. Il faut bien évidemment palper la malléole fibulaire et tibiale sur 6 cm de hauteur, le bord antérieur et postérieur, la recherche d'une douleur esquisse, c'est très important. Et après, il y a 2 os qui sont très importants, c'est l'os naviculaire qu'il faut palper, également la base du 5e métatarsien. Pourquoi? Parce que s'insère le tendon du court fibulaire sur la base du 5e métatarsien, et sur l'os naviculaire s'insère une partie du tibial antérieur et du tibial postérieur. Et ces os peuvent être lieu d'arrachement osseux. Donc il faut rechercher cette partie-là pour ne pas méconnaître une fracture par arrachement osseux. Les critères d'âge existent toujours. Alors on disait classiquement que les enfants faisaient pas d'entorse, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'ils font plus facilement des fractures et les personnes âgées avec des facteurs de risque d'ostéoporose effectivement peuvent plus facilement faire des fractures et pas une entorse de la cheville. Si jamais on a des critères d'Ottawa positifs, ça c'est ce qui est écrit dans les livres, il faut faire des radiographies. 4 incidences, c'est très important, la face rotation interne, le profil et le médio-pied pour pas méconnaître ces fractures occultes. L'objectif, très clairement, c'est d'éliminer une fracture déplacée ou non déplacée pour avoir un avis orthopédique. Deuxièmement, ces radiographies nous servent à regarder cette fameuse arrachement osseux qui peuvent signer une entorse grave. Là, sur cette image, vous voyez une petite fracture de la base du 5e métatarsien, ce qui n'est pas une entorse, ce qui était une prise en charge orthopédique. Si jamais les critères d'Ottawa sont positifs, mais que la radiographie est négative et que le radiologue décrit classiquement un œdème, un épanchement talocrural, mais par contre que vous avez une forte suspicion clinique de gravité, craquement, hématome, œdème, aspect clinique atypique, l'échographie, je le dis, doit être systématique pour faire un bilan lésionnel précis, ligamentaire et éventuellement tendineux. L'idée reçue qui traîne dans les livres et qu'on entend beaucoup, c'est que il faut attendre que l'œdème disparaisse. C'est faux. Il faut pas attendre que l'œdème disparaisse. Les bons radiologues ostéo-articulaires peuvent faire des diagnostics très précis
des J1 d'une entorse de la cheville. Donc on peut et il faut faire cette échographie très rapidement après une entorse grave quand on a des critères de gravité clinique. Du coup, si les critères d'Ottawa sont négatifs, on est souvent rassuré. Maintenant, je vais essayer de vous présenter 3 cas cliniques. Donc c'est 3 cas cliniques que tu as rencontrés en consultation? Oui, tout à fait. C'est des cas ce qu'on voit le plus fréquemment en médecine. Moi, je suis à l'hôpital, donc je les vois en post-urgence, mais c'est tout à fait ce que vous pouvez voir en cabinet de médecine générale. Le premier cas clinique, du coup, c'est ce jeune homme qui avait une trentaine d'années, gymnaste, et qui, à l'entraînement, fait une mauvaise réception sur un saut. C'est très classique. Il fait un traumatisme en varus de la cheville. Et là, il entend craquer, il a une douleur immédiate, un gros hématome, et il s'arrête. L'hématome, il arrive bien sûr un petit peu après. Vous le recevez en consultation à J1, et vous voyez cette cheville qui est pas du tout jolie. On voit ce gros hématome, une cheville très gonflée, le patient est très douloureux, et il a du mal à poser le pied par terre. Alors, dans ce cas-là, on a les critères d'Ottawa qui sont positifs, donc on fait des radiographies. Là, on voit sur cette radiographie pas grand-chose. Le radiologue nous décrit un œdème sur les parties molles sans fracture. Et du coup, je lui ai demandé une échographie qu'il a eue assez rapidement. Et sur cette échographie, on voit une rupture du ligament talofibulaire antérieur, une rupture du ligament partiel du calcanéo-fibulaire et des lésions de contre-coup que le radiologue décrit assez facilement sur le plan collatéral médial. Ce type d'entorse est donc une entorse grave de la cheville et ça se prend en charge, on est assez d'accord là-dessus, par une immobilisation dans une botte de marche courte avec appui, c'est très important. On met en place une contention, soit des chaussettes de contention classe 2, soit un bas de contention, une bande de contention à la phase initiale, si c'est pas possible de mettre la chaussette. Le glaçage est très discuté, mais globalement, ça fait du bien aux patients, donc on continue à le faire 3 à 6 fois par jour, 10 à 20 minutes. 10 minutes, c'est bien parce que les gens le font, 20 minutes, c'est un peu plus long, les gens le font moins. Et ensuite, on prescrit de la kiné dès J1 en respectant quelques consignes. Premièrement, l'objectif, c'est de faire du drainage et de la physiothérapie. L'objectif, c'est de retrouver une cheville sèche le plus vite possible. On demande au kiné de ne pas faire trop de varus, pas trop de valgus, pas trop de flexion plantaire et dorsale pendant 14 jours, le temps que les ligaments fibrosent un petit peu dans la position. Et on peut débuter dès à présent un renforcement isométrique pour éviter la myotrophie des muscles stabilisateurs de la cheville. Et on fait du vélo pour l'entraînement cardiovasculaire. Et à partir de J14, on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de flexion plantaire, de flexion dorsale, redonner de la mobilité à cette cheville. On limite encore le varus et le valgus pendant une quinzaine de jours supplémentaires. Et on commence du renforcement musculaire un peu plus important avec du début de la proprioception. On fait un relais par une orthèse à partir de J14 jusqu'à la 6e semaine, qui est la durée de cicatrisation classique admise dans la littérature internationale. La réathlétisation débute habituellement vers la 6e semaine, parfois un petit peu avant en fonction de certains types de sports. Et la reprise du sport se fait habituellement entre la 8e et la 10e semaine, mais ça dépend, parce que l'entorse de la cheville peut être parfois d'évolution pas favorable à 8 ou 10 semaines. Du coup, le deuxième cas clinique, c'est un cas clinique plus facile, dirons-nous. C'est une jeune fille footballeuse qui, à l'entraînement sur un changement de direction, a fait aussi un traumatisme en varus de la cheville, mais là, elle nous dit il n'y a pas de craquement, il n'y a pas une douleur immédiate, mais qui est pas très forte. Elle continue l'entraînement. L'examen clinique, quand vous la recevez au cabinet, quand même, elle est un peu inquiète. Et en fait, elle a une cheville qui est sèche, qui est libre, qui est stable, elle marche. Bon, là, on est quand même très rassuré. Les critères d'Ottawa sont négatifs. Dans ce cas-là, c'est une entorse bénigne de la cheville. Pas besoin d'examen complémentaire. On met une petite orthèse pour protéger, avec un appui, bien évidemment. La chaussette de contention, pour moi, ne mange jamais de pain, donc je la prescris assez facilement. Ça fait une contention supplémentaire, quelques jours. On fait la glace, c'est toujours très bien, ça fait du bien et ça fait pas de mal. Et on propose de la kiné dès J1. Alors là, elle est très importante, la kiné, parce que il faut que le kiné redonne confiance au patient. Donc on lui demande pendant une petite semaine de limiter le varus valgus, pas trop tirer sur ses ligaments qui ont été un petit peu distendus. Mais très rapidement, on se met à faire du renforcement concentrique, puis de la proprioception, avec une reprise du sport qui se fait là dans la littérature assez vite vers J10. Donc l'entorse bénigne est très bien codifié, l'orthèse doit être retirée très vite, il faut être très rassurant et c'est vraiment le rôle à mon avis du médecin traitant de rassurer ses patients lors des entorses bénignes parce que sinon on peut avoir beaucoup d'appréhension et un risque d'entorse plus grave par la suite à la reprise du sport. Donc ça c'est très important. Et la kiné te semble toujours nécessaire dans ces cas-là? Alors pas toujours, mais c'est vrai que si on a un kiné avec qui on a des bons rapports et qu'il peut le voir assez rapidement, c'est bien que le patient soit remis un petit peu en confiance. Au moins sur 1 ou 2 séances, voilà, avant la reprise du sport, parce qu'il y a un surrisque d'entorse grave qui existe, ça. Mais par contre, c'est pas indispensable. Si le sportif, il connaît très bien, il a des bons préparateurs physiques ou un entraîneur qui est très compétent, on peut s'en passer. Toi, tu es très axé patient sportif, mais du coup, en médecine générale, on va avoir des patients un peu plus lambda, entre guillemets.
et du coup la kiné peut-être est un peu moins nécessaire ou... Je suis d'accord sur une entorse bénigne, vraiment on n'est pas inquiet. Dans le cas du sportif, il faut lui faire de la proprioception pour qu'il retrouve des bonnes sensations. Le patient lambda qui est peu sportif ou qui fait un sport peu à risque de traumatologie, vraiment la kiné n'est pas du tout indispensable et là je te rejoins complètement. Le dernier cas clinique, c'est un cas qu'il faut bien retenir parce que c'est rare, mais ça peut être très embêtant. Donc c'est une jeune femme motard dans la gendarmerie qui, sur un circuit, a fait un traumatisme en rotation externe du pied dans sa botte par rapport à la cheville. Elle a entendu craquer, donc ça doit nous inquiéter. Mais par contre, quand on la voit, elle n'a pas d'œdème, une douleur vraiment qui est minime à la marche. Et par contre, il y a quelque chose d'assez typique, c'est-à-dire qu'elle a une douleur en rotation externe forcée, en charge ou en flexion dorsale, rotation externe forcée. Et elle vous décrit une douleur qui remonte un petit peu au niveau du tibia, entre la tibia et la fibula. C'est pas une entorse qui vous paraît classique, mais vous êtes inquiet, donc on demande une échographie. L'échographie et les radios éventuellement, les radios elles montrent pas d'œdème. Et donc là on se dit bon, on va jusqu'à l'échographie parce qu'il y a eu ce craquement, il faut chercher. Et le craquement montre cette rupture complète du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur qui signe une entorse grave de la cheville. Et la prise en charge est très différente de l'entorse du plan collatéral latéral. Dans une entorse de la syndesmose tibiofibulaire, il faut immobiliser les gens sur une durée de 4 à 6 semaines, nuit et jour, dans une botte de marche avec appui. C'est pour ça qu'on met une botte, pour qu'ils puissent avoir l'appui et favoriser le drainage. La chaussette de contention est toujours très bien et la rééducation viendra dans un second temps. Après cette période d'immobilisation qui est indispensable, si jamais on rate ce type d'entorse à la phase initiale, il va falloir par la suite envoyer très probablement ces gens chez le chirurgien parce que les gens vont garder une cheville instable et du coup c'est une entorse à ne pas rater alors que les signes cliniques à la phase initiale sont quand même très frustres et peu marquants. Donc ça c'est très important et je voulais vraiment souligner dans ce topo cette entorse là qui est très méconnue, très connue des médecins du sport mais très méconnue de la très grande majorité des médecins généralistes. Il faut pas rater ça parce que la prise en charge est très différente. Donc si on peut résumer, les signes cliniques, il n'y en a pas de spécifique sur le mécanisme lésionnel. Souvent la rotation externe du pied et souvent les gens ils décrivent quand même un craquement, des choses un peu atypiques. Et on est parfois dérouté entre ce caractère très subjectif en médecine du sport de craquement, d'œdème, de gonflement, d'impotence et en fait la gravité de l'entorse. Les gens là vraiment ils décrivent ce craquement, ils ont souvent peu mal, c'est peu gonflé, c'est un petit peu gonflé au-dessus de la malléole, pas l'œuf de pigeon classique et en fait c'est une entorse grave. La rotation externe, flexion dorsale fait très mal aux gens et ça remonte dans la syndesmose. Et donc la localisation de la douleur est quand même en regard du LTFA ou non, finalement il est un peu décalé? Elle est plus haute. Donc la douleur elle est un peu plus haute, elle est dans la syndesmose, donc entre le tibia et la fibula pour le LTFAI, le antéro-inférieur, donc celui de la syndesmose. Par contre pour le LTFA, celui de l'entorse classique, la douleur elle est antérieure et inférieure à la fibula. Donc c'est pas tout à fait la même localisation et il n'y a pas d'œuf de pigeon dans ce type d'entorse-là. Mais il faut pas les rater. Et donc c'est l'échographie qui faille le diagnostic. Ah oui, l'échographie, dès qu'on a un doute sur le critère de gravité, il faut faire une échographie avec un radiologue ostéo-articulaire spécialisé. Donc du coup, on va faire un petit résumé des entorses de la cheville pour essayer de vous simplifier la vie. Donc les critères d'Ottawa, on les apprend à l'université. Il y en a 4, on les connaît tous. Il faut les appliquer, ils sont toujours d'actualité et ça marche très bien. L'interrogatoire, c'est très important. Craquement, impotence fonctionnelle, douleur, hématome, c'est des signes subjectifs que les patients décrivent. Et si on les a, il faut s'inquiéter du critère de gravité. Et enfin, l'examen clinique est quand même limité dans l'entorse de la cheville à la phase initiale. Le tiroir antérieur et tiroir latéral sont pas des signes cliniques très performants, sauf par des gens très expérimentés, donc c'est vraiment pas la peine d'apprendre ça. Le testing musculaire est quand même important pour regarder s'il y a des douleurs et rechercher ces fameux arrachements tendineux. Et le dernier point, c'est ce signe clinique de rotation externe flexion dorsale qu'il faut absolument faire à la recherche de cette entorse de la syndesmose. Donc si tout ça c'est négatif, on se retrouve dans le premier cas de figure avec une entorse bénigne. On est sur une simple distension ligamentaire. On met une orthèse de cheville pendant quelques jours, une petite semaine. Éventuellement de la rééducation chez les sportifs et pas chez les gens qui ne font pas de sport. Et la reprise du sport peut se faire très vite vers J10, J14. Dans tous les autres cas de figure, radiographie 4 faces, 4 clichés pour bien regarder tous les petits arrachements osseux qu'on peut avoir. Échographie de manière systématique avec un radiologue ostéo-articulaire si possible pour faire un bilan lésionnel précis. Et après on tombe dans 2 cas de figure, l'entorse grave du plan collatéral latéral avec rupture d'au moins un faisceau.
Ça doit s'immobiliser dans une botte de marche sur une durée de 10 à 14 jours. Je préconise 14 jours en moyenne. Ça peut aller un peu plus loin si jamais les patients, mais ça c'est au cas par cas. Donc 14 jours, rééducation dès J1 avec les contre-indications qu'on a vues précédemment. Et vers J14, on commence à rebouger cette cheville. La reprise du sport se fait plutôt entre J45 et J60. Le troisième cas de figure, c'est cette entorse grave du LTFAI, de la syndesmose tibiofibulaire. Là, on met une botte longue de marche avec appui sur une durée de 4 à 6 semaines et la rééducation commencera uniquement dans un second temps. Donc dans ce cas de figure-là, forcément la reprise du sport, comme il n'y aura pas eu de rééducation dès le début, elle va être un peu différée. Dans tous les cas de figure, la contention, les chaussettes de contention sont très bien et la glace ne fait jamais de mal. Voilà. Et il y a un suivi très important, régulier à faire, soit par le spécialiste, mais très bien par le médecin généraliste. J14 pour regarder l'évolution et J45 qui est souvent la reprise du sport. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur l'entorse de la cheville, pas vous avoir donné trop d'informations. Je pense qu'il faut ne pas hésiter sur l'immobilisation dans une botte de marche au moindre doute à la phase initiale. Il vaut mieux mettre 7 jours de botte plutôt que rien du tout et passer à côté d'une entorse grave de la cheville avec des conséquences parfois très importantes de limitation fonctionnelle à l'avenir. Voilà. Mathieu, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions sur l'entorse de la cheville? C'était très clair, merci beaucoup. J'espère que ça va éclairer plein de médecins. C'est un motif de consultation fréquent qui nous pose, je pense, parfois problème. Et c'était très clair. Encore merci Sylvain pour cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu aussi. Oui, belle première. Et je crois qu'on a d'autres sujets en réserve, plein de surprises à venir. Oui, la médecine du sport et la MPR est un champ très vaste et avec souvent très méconnu parce que très peu enseigné à l'université. Voilà, donc il y a plein de sujets qu'on peut essayer de simplifier pour rendre la vie des médecins généralistes plus facile. Merci Sylvain. À bientôt. À bientôt. Sylvain, reste une vidéo. Mathieu, mais le président de Fractimed. Non, mais... Bon, c'était la première des premières de Practimed et c'est dans la boîte et j'espère, je souhaite à Mathieu qu'il y en ait beaucoup d'autres. Quelque chose à rajouter les garçons? Merci mes plus fidèles Destriers. Destriers. J'ai l'équipe, là, le dur du dur. Je suis très content de le faire avec vous. Merci de m'accompagner et effectivement, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ouais, très bel enjeu, franchement, courageux le poulet d'avoir fait ça. Voilà, Thibaut, on compte sur toi pour régler toutes les petites failles du montage. C'est mon boulot, Et je vais puis- essayer au mieux. Et puis, j'espère que ça rendra bien et que c'est surtout que ça va intéresser les gens. Allez, clap de fin.